France Culture. Premier temps d'une semaine consacrée au paysage sonore et à son histoire, un moyen pour nous d'allier l'amour du son et de la radio bien sûr et l'amour de l'histoire. Comment l'historien peut-il en effet rendre compte de ce qui, avec les odeurs, est le témoin le plus fugace d'une époque, le son? C'est ce que nous tenterons de comprendre durant toute la semaine par des entretiens, des débats, des archives sonores et un documentaire. Celui-ci, signé Perrine Kervran et Séverine Cassard, redonnera voix demain, mardi, au crieur public de la ville de Laon au XVe siècle, Jean de Gascogne, que l'historien Nicolas Offenstadt a retrouvé dans ses archives. Mercredi, dans le cadre des 24 heures de France Culture consacrées à la francophonie, le français est une chance, nous nous demanderons pourquoi les Français ont tant de mal avec les accents, en compagnie des linguistes Henriette Walter et Philippe Boulade-Mareuil. Jeudi, dans notre débat, nous nous demanderons ce que les historiens font de ces paysages sonores avec Alain Corbin, Arlette Farge, Stéphane Audouin-Rousseau et Alexandre Vincent. Quant à aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec Patrick Martinache, bruiteur et designer sonore. Il travaille pour la radio, il a été bruiteur de nombreux feuilletons, parmi lesquels récemment Millennium ou encore plus récemment Les Misérables, mais il travaille aussi pour des dessins animés, pour des spectacles de théâtre et pour des documentaires télévisés. Il nous expliquera en quoi consiste ce métier de recréation des sons et des paysages audibles sans le visible, comme l'écrivait en 1936 un des premiers penseurs de la radio, Rudolf Arnheim. Comme d'habitude, à 9h30, il sera rejoint par son invité qui complétera son témoignage. Rudolf Arnheim, radio, 1936. Un bruit qui revient de façon périodique peut caractériser un lieu de façon plus prégnante et plus rigoureuse au niveau artistique que la confusion et la surcharge habituelle du bruit de fond. Les gémissements d'un malade dans une scène à l'hôpital, les hennissements des chevaux dans une écurie ou des coups de sonnette réguliers dans une loge de concierge vont caractériser le lieu de l'action par des moyens aussi sobres qu'efficaces d'un point de vue formel. Prenons l'exemple d'une scène de dramatique dans laquelle un opérateur filme une manifestation politique. On entend les cris des manifestants, les bruits qui émanent de la masse, la voix de l'orateur et, au premier plan, le bruit de manivelle très perceptible de la caméra. Dans la réalité, dans un film ou sur une scène, cette caméra serait plantée en un endroit précis du lieu où se déroule l'action, plus ou moins rapproché, et le bruit de la caméra ne serait qu'un bruit d'accompagnement, dont on ne ferait pas alors grand cas. À la radio, cette scène fera forte impression, en premier lieu parce qu'à travers une symbolique frappante, l'appareil cinématographique n'est représenté que par son bruit. Ensuite, parce que celui-ci ne vient pas d'une direction précise, mais couvre de façon régulière tout le premier plan, comme un rideau transparent au travers duquel on perçoit l'action. Voici donc ce qu'écrivait Rudolf Arnheim dans Radio, un livre qui a été traduit en français en 2005 chez Van Dieren Éditeur, traduit par Lambert Barthélémy avec la collaboration de Gilles Moutot, avec une préface de Martin Kaltenecker. Et Rudolf Arnheim est un des premiers penseurs de la radio, pourrait-on dire, donc avec Walter Benjamin ou Bertolt Brecht dans les années 20 et les années 30 en Allemagne. Et là, il nous explique comment et ce qu'on peut faire avec les bruits à la radio et comment on peut travailler les premiers plans, les seconds plans. Patrick Martinache, bonjour. Bonjour. Emmanuel. Ça vous dit quelque chose, à vous qui faites ce métier maintenant depuis quoi presque 40 ans, 35 ans mettons. Donc 37. 37 exactement. Donc dans le temps, c'était l'âge de la retraite, 37 annuités et demie. Mais là, en l'occurrence, ça ne l'est pas encore. Donc vous êtes encore très jeune, Patrick Martinache, et justement, vous travaillez sur ce travail de bruiteur, de designer sonore. Alors ce qu'il dit dans les premiers temps de la radio, alors qu'on commence tout juste à avoir ce qu'on appellera plus tard un langage radiophonique, ça vous parle ? Tout à fait. La radio a quelque chose d'extraordinaire, c'est que moi j'ai toujours fait un parallèle entre la radio et la lecture. Ouais. Quand vous ouvrez un bouquin, quand vous ouvrez un livre, vous partez dans votre propre imaginaire.
Est-ce que ça va être le vôtre? Est-ce que ça va être celui de votre mère, de votre père ou de votre petit-neveu? Vous n'en savez rien. Et chacun a sa lecture propre de ce qu'il lit, c'est-à-dire que il imagine ce qu'il est en train de lire. Tout à fait. Donc notre fonction est d'apporter des éléments qui permettent au rêve de s'installer, à l'image de naître. Et c'est là où il y a une grosse difficulté, il ne faut rien imposer. Ça doit être difficile, ça, parce qu'on doit avoir son propre imaginaire qu'on voudrait imposer à tous les auditeurs qui écoutent, par exemple, une dramatique radiophonique. Oui, mais est-ce que vous entendez la même chose que moi quand vous vous promenez dans la rue? Pas du tout. Est-ce que quand vous prenez le métro, en fonction de votre humeur, vous trouvez ça insupportable, vous trouvez ça agréable, vous trouvez la proximité agréable ou désagréable? Chaque personne a sa façon de percevoir les sons de la vie, les humeurs, les odeurs. Alors, vous, comment vous êtes entré dans ce métier, Patrick Martinage? Parce que c'est donc à la toute fin des années 70 que vous commencez à travailler, dans la deuxième moitié des années 70. Oui, 77. Voilà, c'est ça. Et donc, dans cette deuxième moitié des années 70, vous entrez à la radio, vous poussez à la porte. Comment ça se passe exactement quand on veut faire ce métier de bruiteur que vous transformerez ensuite en designer sonore et en bruiteur à la fois, Patrick Martinage? Alors ça ressemble beaucoup au hasard de la vie, puisque je suis tombé en panne dans un ascenseur avec ma voisine du dessous, qui était la femme d'un bruiteur et d'un directeur de technique de scène qui s'appelait Louis Matabon, qui est décédé maintenant, et que je connaissais depuis longtemps, parce que c'était un monsieur charmant, et qui était autodidacte par rapport au bruitage. Moi, j'avais passé un diplôme de technicien. Je suis électrotechnicien, normalement. J'ai des diplômes d'électrotechnicien. Et je m'ennuyais, mais à 100 sous de l'heure. Et je voulais faire de la prise de son, de l'éclairage, enfin, quelque chose qui était lié au spectacle. Et j'ai suivi Louis parce qu'il voulait me présenter à des techniciens, à des éclairagistes. Et je l'ai suivi dans ces périodes de bruitage. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et amusant, mais sans plus. Et puis un jour, il m'a téléphoné et il m'a donné un court-métrage à bruiter. Je lui ai dit non, je suis pas capable de le faire. Et il m'a dit si, je t'assure que tu es capable de le faire. Et j'y suis allé. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais difficile. Difficile par rapport à l'imaginaire, par rapport à la façon de faire, parce où on est accessoiriste, où on est bruiteur. La façon de travailler sur le rythme et toutes ces choses-là. Difficile, pourquoi? Parce que en fait, il n'y a pas de formation particulière, c'est une sorte de compagnonnage, comme d'ailleurs beaucoup des métiers de la radio. Beaucoup des gens qui entrent à la radio entrent par compagnonnage, découvrent un métier qui ne s'enseigne pas, a priori. Et là, en l'occurrence, c'est par le contact de celui qui l'est déjà qu'on devient bruiteur, en l'occurrence souvent. Je pense que ça peut devenir quelque chose d'intéressant et de passionnant quand on a des gens passionnés et passionnants autour de vous. Et ce monsieur était quelqu'un de passionnant. Louis Matabon. Et donc, j'ai commencé à travailler par rapport à l'accessoire. L'accessoire, la chaise, le bruit, la matière. L'objet. Ensuite, je suis passé à la matière. Et quand je commençais à m'ennuyer avec la matière, j'ai commencé à travailler avec le rythme. Et je travaille toujours avec le rythme. Alors, vous dites, c'était un autodidacte du bruitage. Mais en fait, il n'y a que des autodidactes de bruitage, puisque ça ne s'enseigne pas. On apprend comment... donc, vous entrez dans ce compagnonnage. Il vous dit des choses, des trucs, de ce qu'il faut faire, de comment justement on travaille le rythme, comment on travaille la matière sonore, etc. Comment ça se passe exactement? Oui, il donne des trucs, mais moi, j'avais pas les mênes trucs que lui. Alors, c'était toujours un conflit permanent entre nous. Il trouvait ça très intéressant. Il me disait, mais pourquoi tu fais pas la même chose que moi? Parce que moi, je le ressens autrement.
Et c'est là où j'ai eu des stagiaires, moi, avec moi, et c'est là où ils sont intéressants. C'est-à-dire qu'ils vont pas chercher la facilité pour aller chercher les choses, ils vont chercher ce qui les arrange eux par rapport à leur propre imaginaire. Ça vous dit quelque chose, le terme de paysage sonore qu'on emploie dans toute cette semaine? C'est ce que vous essayez de recréer, des paysages sonores, Patrick Martinach? Oh oui, bien sûr, oui. C'est le bon terme pour qualifier ce travail, justement, à la fois de bruiteur et de designer sonore, créateur de paysages sonores. Je crois que c'est très joli, oui. Le terme bruiteur, j'aime pas trop, puisqu'il y a un côté péjoratif par rapport au bruit. Le paysage sonore, on y est baigné tous les jours. Moi, je suis baigné dans le paysage sonore en permanence, dans ma vie, quand je vais à la cantine de la maison de la radio, on a un très joli paysage sonore. Très joli ou pas très joli. Enfin, en tout cas, on a un paysage sonore en tous les cas. Oui, c'est vrai. Et donc, avec cela, on peut tenter de nourrir son propre imaginaire et de restituer une partie de ce qu'on a entendu d'une autre façon. Comment fait-on justement cette transcription? Parce que c'est de la transcription en bout du compte. Non, la chose principale par rapport à la création du paysage sonore d'une fiction radiophonique, c'est la compréhension du texte, la lecture, et la lecture est très importante avec les comédiens. J'ai beaucoup de difficultés à arriver sur une fiction si je n'ai pas entendu en lecture seulement, pas en interprétation, les comédiens, parce que un comédien va pas certainement fonctionner de la même façon qu'un autre comédien. Les tessitures des voix. Les tessitures des voix, mais la façon de bouger par rapport au texte, par rapport à l'interprétation du texte. Et le corps suit. Si vous voulez, parce que vous dites, mon travail, c'est de refaire le corps des comédiens, c'est de faire renaître le corps des comédiens à la radio, en partie. De faire, oui, le corps, et puis la façon de bouger, la façon d'avoir son propre bruit. Quand vous êtes chez vous et que vous entendez quelqu'un monter l'escalier, vous savez si c'est votre femme, si c'est votre môme, si c'est le facteur ou si c'est la grand-mère qui monte. Ou si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Rien qu'en entendant l'humeur de la façon de monter, on connaît l'âge, on connaît pratiquement la fonction même. Et l'ouverture de la porte, on peut distinguer celui ou celle qui entre à la façon dont... S'il a les clés et que vous le connaissez pas, c'est pas bon pour vous. Donc ça fait partie effectivement de cette connaissance-là. Alors il y a tout ce qui évidemment fait partie de une sorte d'imaginaire commun du bruitage. C'est vrai que les premières fois où on voit les bruiteurs travailler, on est surpris par le bric-à-brac, le fameux caddie que vous transportez avec vous, mais aussi les immenses voitures dont vous avez besoin pour tout mettre dans votre coffre et puis transporter lorsque vous alliez à Avignon ou ailleurs, tout ce qui était nécessaire et d'une certaine façon on se surcharge parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va advenir de cette interprétation qu'on va devoir faire du paysage sonore en question. Donc il y a cette idée reçue, pourrait-on dire, mais qui est la réalité il faut recréer à partir d'objets qui existent d'autres sons que ce que cet objet nous dit a priori. Des poupées en celluloïd, des morceaux retrouvés dans une décharge, des choses comme cela. Oui. C'est le son qui commande? Non, c'est pas le son qui commande, c'est le texte qui commande. C'est le texte qui commande. C'est le texte qui commande. Si vous voulez, la partition du comédien est écrite. Moi, ma partition, elle n'est pas écrite. C'est de l'improvisation, c'est du travail réfléchi avant, à l'écoute des comédiens, en se disant je vais me colter avec eux, presque physiquement. Quelquefois, vous les prenez, vous les en prenez, vous les prenez avec vous parce que vous faites bouger leur corps alors qu'eux, ils sont en train de lire leur texte, par exemple. Tout à fait, oui. Disons que j'ai beaucoup de mal à bruiter une personne si ce comédien, j'ai du mal à lui dire, est mauvais. Parce que je peux pas aller plus loin. Parce que sans quoi il y a un décalage. Donc il faut vraiment que le comédien est vraiment intégré et me donne une couleur par rapport au jeu de l'action dramatique. Un exemple, par exemple, vous nous avez fourni quelques-unes des productions que vous avez réalisées, en particulier pour France Culture. La première d'entre elles, c'est une réalisation d'une réalisatrice qu'on connaît bien à France Culture, Christine Bernard-Sugy.
Séraphine de Senlis. Alors je pense que tout le monde se souvient du film. Alors c'était le scénario du film. C'est ça. Donc du film qui a été joué et primé avec Yolande Moreau dans le rôle titre. Mais là c'est Clotilde Mollet qui joue Séraphine de Senlis. Et vous faites quoi là sur cette transcription ? Alors le passage que je choisis, c'est le passage où Séraphine prépare ses couleurs. Donc on a une comédienne qui est gros plan micro. Donc, comme le micro n'est pas très intelligent, si on lui donne les accessoires, en plus elle a son texte dans les mains, donc ça paraît difficile, parce que les comédiens, faut le savoir, ne connaissent pas le texte par cœur. À la radio. À la radio. Puisque pour faire une fiction, nous avons, par rapport au temps qui nous a apparti, sur une fiction de 30 minutes, nous avons à peu près 8 heures pour enregistrer. Donc les comédiens lisent un texte qui est écrit. Et moi, je suis... donc j'ai bruité et vous verrez ce que vous en penserez. J'ai essayé d'être Séraphine aussi, par rapport aux mains. Écoutons. Immeuble Séraphine, intérieur nuit. La nuit est tombée sur les toits de Senlis. La logeuse, couchée à côté de son mari, écoute des bruits sourds au-dessus de sa tête. Dans sa chambre, Séraphine est toujours debout. Si vous êtes comme ça, être un tout petit peu comme ça, un tout petit peu, voilà comme ça, on va mélanger un petit peu. Tout en murmurant des paroles incompréhensibles, elle s'affaire à broyer, faire des mélanges, terre glaise ramassée dans les marécages avec d'autres matières colorées qu'elle verse de ses nombreux flacons et bocaux, craie, fleurs, sang. Parce que les sons... Là, comme ça, Elle allume la petite lampe à huile sous la statue de la Sainte Vierge posée sur le rebord de la fenêtre. Elle se met à prier, d'une voix sourde, comme si elle faisait une incantation magique. Elle a les yeux exorbités, le visage tendu, transfiguré. Voilà un extrait de Séraphine de Senlis, donc une dramatique pour France Culture, dont vous étiez le bruiteur, designer sonore, je ne sais comment appeler ce travail, donc en l'occurrence Patrick Martinage. Il y a quand même du dédoublement de personnalité là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une Séraphine, il y en a deux. Il y a non, il n'y en a qu'une. Il y a la comédienne et vous. Sur le plateau, oui. Oui, sur le plateau. Mais à l'écoute, il n'y en a qu'une. Oui, à l'écoute, il n'y en a qu'une, c'est ça le principe. Merci. Non, mais ça veut dire qu'il faut être totalement faire corps avec la comédienne en question pour pouvoir être à ses côtés, avec elle. Donc, alors c'est là où il y a une difficulté avec moi, c'est la pudeur. Il y a certains moments où quand on fait des reportages, je demande aux gens de sortir parce que j'ai besoin d'être seul. D'être seul parce que des fois, je suis vraiment bien barré, comme on dit entre guillemets. Pour venir au travail de Christiane Malherbe-Sugy par rapport au film, c'est que Christine avait décidé dans son travail de réalisatrice que on ne serait pas spectateur de la vie de Séraphine, mais on serait à l'intérieur de la tête de Séraphine. Ce qui fait la différence avec le film. Le film est magnifique, mais on est spectateur de ce qui se passe. Et là, donc, ce travail est un travail très précis et il faut jongler parce qu'en fait, ce qu'on n'a peut-être pas assez dit maintenant, puisqu'on est à la radio et qu'on aime ce média, c'est que être bruiteur, c'est travailler pour différents supports. C'est travailler pour la radio, travailler pour le théâtre parfois, pour le documentaire d'actualité ou le documentaire d'histoire d'autrefois. C'est pour faire des dessins animés, puisqu'on oublie trop souvent qu'effectivement un dessin animé, il n'y a pas de son, puisqu'on recrée tout dans le dessin animé. Donc c'est un travail multiforme, pourrait-on dire. Pour moi, oui. Oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que j'ai joué aussi la comédie, j'étais comédien, je fais de la prise de son, je peux pas, je ne peux pas rester sur une forme, toujours la même forme. Au bout d'un moment, j'ai trop peur de
de refaire ce que j'ai déjà fait. Je me défends d'aller chercher des trucs d'avant. Je voudrais rendre hommage à Claude Niort et Émilie Couette qui ont fait le son, parce que souvent ce sont des gens que l'on cite, mais ce sont à la radio les cadreurs, les photographes, bien sûr, et le preneur de vue. Ouais. Faut bien s'en rappeler, ça. Puisque on oublie trop souvent que à la radio comme au cinéma, il y a du travelling, il y a des premiers plans, il y a des seconds plans, et que tout ce travail-là, c'est un travail donc fait par les preneurs de son d'une maison comme la nôtre, effectivement, qui permettent justement de donner cette épaisseur au paysage sonore, à la fois le premier plan, le second plan, le troisième plan. Je vous propose de bousculer un peu le programme que vous nous aviez concocté, parce que justement, il y a des premiers plans, il y a des seconds plans, il y a des troisièmes plans, dans une autre dramatique dont on va parler tout de suite, parce que justement, il y a cette épaisseur de son, et cette épaisseur de son, elle est bienvenue. C'est Daniel Danis, c'est 1000 Anonymes, une dramatique récemment réalisée, donc pour France Culture. Par Juliette Eman. Voilà. Et on écoute 1000 Anonymes, et vous allez voir ce que ça donne, justement, cette épaisseur de son. Patrick Martinage. Mais l'histoire, ça se déroule sur l'île d'Haïti de nos jours, et... C'est 1000 Anonymes, c'est pas Alice. Ah pardon, excusez-moi. 1000 Anonymes, pas du tout. C'est par François Christophe. Et donc on est dans un endroit très particulier, puisqu'on est dans une sorte de mine. On va écouter. Qu'est-ce que c'est? Une masse rouge et verdâtre qui a la forme d'un sein. En bronze. Incroyable. On a déjà travaillé dans cette galerie. Ça n'y était pas. Cette chose est venue à notre rencontre. Voyons, pour nous dire quoi? Est-ce qu'on peut dégager le bronze de la roche? Tu n'y penses pas. On en a pour l'éternité. Patrick Martinage, voilà donc un extrait de 1000 Anonymes de Daniel Danis, une pièce réalisée pour France Culture par François Christophe, et c'est comme un fait exprès. François Christophe nous a rejoint, il est 9h30 pile dans la Fabrique de l'Histoire, donc bonjour François Christophe. Bonjour. Merci d'être ici. Alors là c'est un peu une surprise sans en être une, parce que vous êtes donc de cette maison et on vous reconnaît dans les couloirs, vous êtes un des réalisateurs de fiction de Radio France et de France Culture en particulier. Alors là on a entendu Patrick Martinage dans ce 1000 Anonymes, tout ce travail qui n'est pas un travail réaliste. Toute la question c'est de savoir quels sons produire dans une dramatique comme celle-ci. Là, on est dans une mine, ça se passe dans un village minier, dans une zone nordique. Cette mine doit fermer, mais il y a 1000 personnes qui veulent absolument rester, alors que les autres vont quitter l'endroit, ont pratiqué l'exode. Et donc, on est quoi? Dans une sorte de vision onirique et réaliste à la fois? C'est quoi exactement? Alors, il y a le parti pris de François Christophe, qui a voulu avoir une chose musicale bruitiste. Donc j'ai travaillé en parallèle avec le compositeur, le percussionniste, là le compositeur qui avait fait des percussions, Jean-Christophe Fellow-Handler, et en parallèle j'ai travaillé sur une matière métallique, comme vous avez pu entendre, et lui a travaillé sur les percussions. Il faut bien se dire qu'un instrument de musique, c'est quoi? C'est de la matière, hein, avec des cordes, pour une guitare avec des cordes qui vibrent, avec un piano aussi, et pour les percussions, c'est de la matière. Ouais. Hein. Et donc, c'était assez passionnant, parce que on ne sait plus où est la musique, on ne sait plus où est le bruitage. François Christophe.
Oui, oui, je vous ai écouté là précédemment, et en effet, c'est ça, c'est là où tout d'un coup le travail de bruitage qu'on associe souvent à des choses, en effet, réalistes, voilà, illustratives, Ouais, devient... il faut touiller le café dans Voilà, la tasse, ouvrir la porte, fermer la porte, etc. Voilà. Et là, ça devient en effet de la création sonore, musicale. On est dans de la musique concrète. C'était des moments très très beaux pour moi, très très forts, très émouvants, tous ces moments de travail, puisqu'il y avait vraiment une partie improvisée. Le bruiteur on était au studio 101, qui était encore un studio de fiction à l'époque. Donc Patrick était dans la chambre sourde, qui est très éloignée du plateau. Le compositeur était sur le plateau, il s'entendait. Il faut et peut-être se expliquer ce qu'est une chambre sourde, une chambre claire, parce que nous qui travaillons à la radio, nous le savons, mais peut-être nos auditeurs ne le savent-ils pas. C'est-à-dire qu'il y a deux types dans les studios de dramatique, il y a deux types de chambres qui ont été conçues à l'époque où on n'avait pas encore des échantillonneurs qui permettent, et puis des moyens électroniques, de recréer du son sourd ou du son clair, qui sont donc séparées l'une de l'autre et qui permettent soit d'avoir une sorte d'écho, soit Voilà. au contraire d'avoir un son très mat. Voilà, en fait, le son mat étant, mais là je parle sous le contrôle de Patrick, permettant justement de faire des extérieurs, et puis la chambre avec écho, effectivement, permet de recréer des espaces plus ou moins vastes, effectivement. Et aujourd'hui, en effet, il y a des façons, je dirais, des échantillonnages qui permettent de créer ça. Voilà. Donc, Mais néanmoins, pour un réalisateur comme vous, François-Christophe, vous préférez quoi? Ces échantillonneurs, d'une certaine façon, on pourrait se dire, on peut se passer du bruitage ou du designer sonore, puisque d'une certaine façon, on peut tout avoir dans un ordinateur et puis on se débrouillera avec. Et là, il y a autre chose quand même dans ce qu'on vient d'entendre. Ah oui, oui, tout à fait. Non, là, je reviens encore à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est en effet, aujourd'hui, la technique permet de trouver un certain nombre de lieux, mais après, tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation sonore, seul le bruiteur peut la donner. Donc, c'est absolument indispensable. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir comment. Mais je pense que c'est pas vrai. Enfin, ça serait pas forcément vrai avec tous les types de bruiteurs, mais comment on peut passer d'un travail, encore une fois, un peu illustratif, naturaliste, à un travail d'interprétation musicale, sonore. J'ai beaucoup Patrick Martinage. J'ai eu beaucoup de chance de travailler. Ça fait près de 30 ans que je connais Dominique Massa, qui est un compositeur qui a travaillé pour l'image, qui travaille beaucoup pour France Culture aussi. Et on travaille souvent personnellement dans un studio, son studio, studio jour le jour, et où on s'amuse à avoir des exercices, lui avec la matière musicale du piano à queue et de l'instrument, et moi avec ma matière bruitiste. Alors, matière bruitiste, un exemple, une vague qui pourrait faire penser à un tsunami, on l'écoute tout de suite. Il n'y a rien de plus difficile à enregistrer que la mer, on le sait. Yann Parentoen nous l'avait déjà expliqué très souvent. Ici ou ailleurs, dans la maison de la radio, donc là, on recrée la mer d'une certaine façon, mais on recrée une mer qui va progressivement se déchaîner, c'est cela? Ça, c'est du bruitage. Hein. Ouais. Il y a pas, on n'est jamais allé enregistrer au bord de la mer. Puis un tsunami, c'est difficile, mais c'est surtout très dangereux à enregistrer. D'ailleurs, justement, on a travaillé dans le studio de Dominique, là, Massa, et on a une... donc, l'histoire, ça se déroule, comme je disais tout à l'heure, sur l'île d'Haïti, et c'est juste avant que la mer arrive, que la vague arrive et engloutisse la plupart des gens qui sont sur cette île. Donc là, c'est une approche relativement calme, et elle est à peu près calme. Et la vague qui va envahir va arriver vers les 3 minutes, je crois. On va écouter, on va l'écouter tranquillement. On va remettre le son en premier plan. Ça gronde là, on sent que ça gronde. Ça gronde, ça monte. On est parti du clapotis pour monter plus fort.
Donc Donc toutes les là, ressources il y du a son. pardon. Toutes les ressources du son, Patrick Martinage. Là. Donc cet exercice-là, nous l'avons fait avec Dominique en parallèle. C'est-à-dire que ces montées musicales qu'on entend là, on était en improvisation, on peut dire. Et moi, j'étais en écoute par rapport à son jeu et on était en communication par rapport à ce qu'on voulait faire. Quoi. Ça, c'est très important parce que François Christophe, on a vraiment l'impression, en écoutant depuis le début Patrick Martinage, que en fait, c'est une véritable équipe qu'on réunit quand on fait une dramatique radiophonique. Et donc, on a cité les noms des techniciens, par exemple, évidemment, qui jouent de la proximité des personnages, par exemple, les comédiens, bien évidemment, vous qui êtes en régie, et puis Patrick Martinage qui accompagne tout cela. Oui, je peux citer un exemple très précis et très récent d'une fiction compliqué avec où on avait assez peu de temps et c'était comme un plan séquence au cinéma, pas de coupe, il fallait aller le plus loin possible dans une scène comme ça qui se passait dans un lieu unique avec 4 comédiens. Et là, Patrick était vraiment, je dirais, la courroie de transmission de la réalisation. C'est-à-dire il n'y avait pas de bruitage pour le coup à faire. Mais simplement, là où il était décisif, c'est qu'il plaçait les comédiens au micro. Il savait ce que je voulais faire. Et donc, c'était un jeu comme ça d'amener un comédien proche, de l'éloigner, de faire venir quelqu'un d'autre. Et tout ça comme un chef d'orchestre. Et voilà. Donc ça, typiquement, c'est aussi un travail extraordinaire à faire et qui après s'entend. Hein, il y a à la radio, il y a une spécificité invraisemblable, c'est que tous les corps de métier sont là en même temps. C'est-à-dire que quand vous travaillez pour le cinéma, quand vous travaillez pour la télévision, pour l'image, vous avez l'image, vous n'entendez pas les musiques. Là, on est tous ensemble parce qu'on a un temps qui nous appartient, mais on ne doit pas dépasser. Et si vous voulez, moi, le bruitage, bon, j'aime bien le bruitage, mais ce qui m'intéresse, c'est la réalisation. J'ai eu un maître qui s'appelait Claude Roland-Manuel qui m'a appris la réalisation. C'est la prise de son. J'ai eu des maîtres qui m'ont appris la prise de son, qui continuent à m'apprendre la prise de son, parce qu'on apprend tous les jours. Et je continuerai à apprendre jusqu'à la fin de ma vie, j'espère. Et c'est un travail d'équipe. Bon, il y a un directeur, il y a celui qui tient le volant. Et c'est le réalisateur. C'est le réalisateur. Et on apporte, et on nourrit. Et on nourrit et on avance. Le technicien, l'assistante, il y a quelque chose de formidable là-dedans, c'est que quand t'as fini, pendant 3 jours, on a une grande famille et puis on va se retrouver un autre jour. On part en vacances ensemble, moi j'appelle ça. François Christophe, sur ce travail que vous faites depuis un certain temps, mais relativement récemment, à Radio France, vous avez donc découvert cette communauté de vie que l'on fabrique avec des comédiens et des comédiens d'ailleurs qui ont la particularité, comme le raconte d'ailleurs très bien un reportage qui avait eu lieu par Télérama, qui avait eu lieu sur le tournage de Millennium, dont vous étiez le réalisateur, et Patrick Martinage le bruiteur, qui d'un seul coup sont des comédiens qui ne sont plus du théâtre privé, plus du théâtre public, plus des vedettes et des seconds rôles, mais qui travaillent tous autour de la table pour préparer un même documentaire, un même travail de réalisation de dramatique. C'est vrai, oui, la radio a cette capacité là à finalement à remettre tout le monde au même endroit, voilà, quel que soit. Ça arrive là encore récemment. J'ai fait un direct la semaine dernière avec à la fois des comédiens dits très connus comme Amira Kazar, comme Frédéric Pierrot, des comédiens japonais beaucoup moins connus, et tout ce monde-là, tout d'un coup, se retrouve réuni. Il y a plus d'ego, il y a plus de la radio a en effet cette capacité assez intéressante. Patrick Martinage. Non. Alors, continuons sur votre travail, en particulier sur le dessin animé, parce que là, il faut tout recréer, il faut tout faire dans le dessin animé. C'est-à-dire que, évidemment, on invente l'image, et en même temps qu'on invente l'image, on invente la bande son qui va avec cette image. Vous êtes venu avec un dessin animé, alors qui s'appelle Léon, c'est ça ? Léon, la terreur de la savane. Léon, la terreur de la savane, qui a été programmé, je crois, qui date de 2009. Écoutez, il a été diffusé en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, au Danemark, en Russie, en Japon, en Inde, en Espagne, en Islande. Il est partout.
Il est internationalement connu parce qu'il est fondé sur le son aussi. Parce qu'il est fondé exclusivement sur le son. Il n'y a pas de paroles. Les paroles, je les ai faites parce que j'ai fait le lion, le gnou, la girafe, la pintade, j'ai tout fait. Et tous les sons aussi. Donc là, c'est un dessin animé qui fait 3 minutes. Il faut avoir conscience que sur certains dessins animés, on arrivait à 600 prises pour 3 minutes. 600 prises sonores. Donc là, je tiens encore à rendre hommage au studio où on a enregistré, qui est un très bon studio qui s'appelle HLC, le studio d'Hervé Lecause. L'ingénieur du son s'appelle Karim Al-Sawa et le mixeur de génie, parce que c'est un mixeur de génie, s'appelle Alexandre Lormeau. Alors on écoute Attendez, plutôt. Moi je vais secondes. voir, Oui. je vais décrire pour nos auditeurs et on va écouter. Un lion sous un arbre dans la savane. Une comète qui tombe. Et une sorte de petit morceau lumineux qui tombe dans la bouche du lion. C'est le magnétisme qui arrive, il avale le magnétisme, il devient magnétique donc. Le lion a l'air assez troublé, il trouve ça assez désagréable, et d'un seul coup il se retrouve avec une boîte de conserve qui ne veut pas se séparer de sa gueule. Trois, 4, 5 boîtes de conserve qui s'attachent à lui. Il est aimanté. Il s'enfuit. Et brusquement rattrapé par les boîtes de conserve. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'en débarrasser. Il se retrouve avec les boîtes de conserve sous les pattes. Il marche, il passe à côté d'un campement minier. On y voit les petits wagonnets de mine. Et à son passage, il est rattrapé par un de ces wagonnets. Voilà. Donc ça dure 3 minutes. En fin de compte, c'est le roi de l'endurance des chocs parce que On n'est pas très loin de Tex Avery en tous les cas. on n'est pas très loin de Tex Avery. Donc les studios Harry, Jocelyn Charrier qui est le réalisateur, Alexandre Sceaux, Antoine Rodelet, et voilà, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et d'ailleurs sur certaines prises, je riais. D'ailleurs, c'est assez drôle, effectivement. Alors, il y a une chose que j'ai une façon de faire, de travailler qui est que quand je me retrouve avec des choses comme celle-ci ou à l'image, en règle générale, je regarde le scénario et l'image, la regarde en vitesse normale et après j'accélère. J'ai envie, en étant sur le plateau, d'être surpris par ce qui m'arrive comme image. Là, c'est ce qui se passait. Ça, c'est très intéressant de se dire qu'effectivement, on est à la fois très préparé et en même temps, on s'attend à l'inattendu. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire, l'inattendu va arriver, il faudra que je puisse être à la hauteur de cet inattendu au point de vue sonore. C'est à ce moment, c'est là où je suis pas trop mauvais, où je suis bon. C'est-à-dire que allez, une petite couche. Dans la vie, je sais pas ce qui va se passer. J'en sais rien. J'aime bien être surpris. J'aime bien me retrouver dans des situations. L'autre jour, j'ai pris le métro, j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je suis pas allé le chercher pour lui parler. On s'est rencontrés. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est notre scénario de ce jour-là, de cette heure-là. Mais là, le scénario, il est théoriquement écrit, mais il faut néanmoins laisser la place, la porte ouverte à ce qui peut advenir, François Christophe. C'est-à-dire que tout est écrit, mais il faut se laisser une part de la grâce. On pourrait appeler ça, c'est la grâce. Oui, et en effet, ça c'est je dirais la part la plus intuitive du travail de Patrick. Et il en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que par exemple, si un comédien n'est pas à l'aise dans une scène, ou si pour le dire de manière un peu plus crue, il n'est pas bon, Patrick a beaucoup plus de mal à le bruiter, parce que précisément tout d'un coup quelque chose là s'enfuit et il n'a pas de prise pour voilà. Donc ça devient compliqué. Bien sûr, avec Christine Bernard-Segy sur l'ours blanche, c'est une fiction qu'on avait enregistrée en direct et qui a été diffusée sur l'antenne. Avec Christiane Coendi, et sur la dernière scène où elle perdait son amoureux, je sentais qu'elle arrivait pas. Enfin, elle y arrivait, mais c'était pas comme ce qu'on avait répété. Et j'avais plus rien à faire, je me suis levé le plus discrètement possible et je l'ai prise dans mes bras. Et elle s'est complètement effondrée, et là, elle s'est complètement laissée aller.
Et on a fini l'un dans l'autre. Mais ça va beaucoup plus loin, effectivement, que le métier de bruiteur qu'on imagine, en l'occurrence Patrick Martinage. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du contact physique, il y a de la palpation, il y a quand on regarde ce petit film sur Millennium, François Christophe, on voit que effectivement, pendant que les preneurs de son, les techniciens sont en train sur une route de campagne, d'enregistrer un règlement de compte entre deux personnages de Millennium, eh bien Patrick en prend un par derrière, le tient, et sur son blouson de cuir commence à frapper pour pouvoir justement montrer l'agression entre les deux hommes en question. Oui, mais c'est parfois pas toujours évident. Il y a des comédiens qui ont du mal avec ça, hein, parce que qui n'aiment pas justement ce contact. Être manipulé d'une certaine façon. Voilà, exactement. Donc ça demande une forme de lâcher prise. Voilà. Alors parfois ça se négocie, parfois ça te facilite la tâche parce qu'il y a un comédien qui se laisse totalement guider. À d'autres moments, ça peut être un peu plus difficile. Disons que systématiquement, je vais pas aller au contact avec les comédiens. Ça dépend des gens avec qui je travaille. Il y a des gens que je connais, avec qui je peux me permettre. Je le sens très bien. Il y a quelque chose qu'on sent, si vous voulez, dans un regard, aide-moi, je sais plus, voilà. Et on y va dans ces cas-là. Mais c'est le fait d'arriver à se fondre, de ne pas exister. En fin de compte, il faut que je sois complètement invisible. Malgré tout ce qu'on a pu dire sur ma présence, il faut que je sois complètement invisible. En même temps, on est dans une émission d'histoire et on se dit, François Christophe, vous venez de tourner récemment Les Misérables. Donc Ces Misérables se passent au 19e siècle. Vous aviez une idée, vous, du paysage sonore de ce 19e siècle que vous souhaitiez pour un feuilleton comme celui-ci, et vous l'avez transmis à la fois aux acteurs et à Patrick Martinage pour qu'ils travaillent sur ce paysage sonore. Qu'est-ce que c'était le paysage sonore des égouts parisiens au 19e siècle, quand Jean Valjean tente d'emmener Marius avec lui et qu'il est rejoint par Javert à la sortie de l'égout? Ouais, en effet, ça c'était une chose très compliquée. Alors, Les Misérables, c'est pas comme, enfin, en tout cas pour moi, j'avais décidé de le faire comme ça. C'est pas comme Daniel Dany, c'est-à-dire que là, je restais quand même dans une optique, je dirais, assez classique et réaliste, même si je considérais que la musique, et puis c'était un peu comme oratorio, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de narration. Alors cette scène, narration, donc et la puis musique, toutes petites séquences qui sont jouées très brièvement entre deux personnages. Exactement. Donc c'est très dur à faire exister. Et là, en l'occurrence, on était dans une perspective, je dirais, beaucoup plus classique de bruitage, voilà. Et pour ce qui est du paysage sonore, mais c'est vrai que c'était quelque chose de compliqué. Essayez d'imaginer à quoi peut ressembler l'ambiance sonore d'une ville au 19e siècle. Vous savez, ici à la radio, nous avons ce qu'on appelle une discothèque numérique, avec des sons qui, pour la plupart, sont forcément sont contemporains. Enfin, je dirais même un peu datés maintenant. Je dirais plutôt les années 70-80. Donc, si on veut faire exister une ambiance tout à fait contemporaine, c'est un peu compliqué. On n'a pas forcément les éléments. Et alors, a fortiori pour le 19e siècle. Alors là, moi, je suis allé du côté des villages. Alors, j'ai trouvé des ambiances plutôt campagnardes, mais je suis allé voir du côté du Tibet, de la Chine, avec des villages où il y a quand même beaucoup d'animation. Et je me suis dit, voilà, peut-être que le son parisien, ça pourrait correspondre à ça. C'est-à-dire un village chinois d'aujourd'hui, un peu reculé, où il va y avoir beaucoup de monde, mais pas forcément de véhicules motorisés, voilà. Et donc, étonnamment, je suis allé chercher les ambiances au Chili, en Chine et au Tibet, et avec ça, j'ai reconstitué un Paris du 19e siècle. Une sorte de transcription, qui n'est pas réaliste, mais qui se veut une sorte d'imagination sur ce que pouvait être le Paris de l'époque, c'est ça? C'était imaginaire, enfin, faut recomposer totalement, mais quand même en restant dans une optique réaliste, là, pour le coup, hein, voilà. Patrick Martinage, qu'est-ce qu'on utilise là pour faire justement ce type de bruitage, sur ce type de dramatique par rapport aux ambiances? Oui, qu'est-ce qu'on cherche? Oui, ça m'arrive sur... j'ai fait des films documentaires là récemment, et sur les films documentaires, je suis allé chercher aussi des ambiances étrangères. Donc la difficulté, c'est de se retrouver avec un langage pas perceptible, un langage... il ne faut pas qu'on entende du chinois sur Les Misérables. Difficile. C'est compliqué. Donc, bien que Les Misérables soient très connus en Chine,
Voilà. Plus le fait que souvent en studio on fait des séances d'enregistrement d'ambiance. Mais attention, les gens qui font de l'ambiance, ce sont pas des figurants, ce sont des comédiens. Parce que au cinéma, si vous prenez un figurant, vous le mettez en costume, c'est bon, il a fait la guerre de 14. Mais à la radio, si c'est pas parlé, s'il ne sait pas jouer la situation, parce que la situation, il faut qu'il la joue, qu'il l'intègre complètement. Alors parlons de la guerre de 14, puisqu'on va bientôt arriver au centenaire. Vous avez par exemple fait tout le travail sonore pour une pièce qui s'appelle Le Journal d'un poilu, un spectacle qui s'appelle Le Journal d'un poilu. Vous venez de faire toute la bande sonore d'un film écrit et réalisé par Michel Brunet et Dominique Hennequin, avec un texte dit par Philippe Torton qui s'appelle Adieu la vie, adieu l'amour, et qui parle de la Première Guerre mondiale. Qui parle des fusillés pour l'exemple, qui partaient ou qui reculaient parce qu'ils allaient se faire tuer, mais il fallait pas qu'ils reculent, il fallait mieux qu'ils se fassent tuer, ce qui était un peu ridicule, et ou qu'ils allaient se baigner parce qu'il faisait chaud. Donc il fallait bien trouver des gens par rapport on disait qu'ils avaient déserté. Et alors comment fait-on justement pour se remettre dans ce moment d'histoire dont on a les images, parce que curieusement on a des images, alors, on a des images muettes, et il faut mettre du son dessus. Alors on a des images muettes, et moi je pars du principe que ces images muettes ont déjà énormément de poids historique, et j'essaie de décaler le son. C'est-à-dire que j'essaie de raconter une histoire avec le son. C'est-à-dire qu'on a une image et parallèlement à ça, de créer un son qui est haute. Par exemple, sur les fusillés, il y avait des pelotons d'exécution. On voyait des photos avant et après le tir. Je me débrouillais pour ne pas avoir de coup de feu. Il n'y a pas de peloton d'exécution. Je récupérais que la résonance sonore du coup des fusils. Bon, je ne prenais que la suite. L'écho. Donc essayer de faire une composition musicale et de ne pas appuyer déjà ce qui est dramatique et pas le canon de 75 non. Quand on a le canon de 75 sur l'image. Voilà. J'essaie de proposer ça. Ça c'est dur, parce que à l'image on aime bien quand il y a une bombe qu'il y ait une bombe. Bon, mais là on raconte une histoire, c'est le passé. Donc et sur le journal d'un poilu, on a travaillé aussi de la même façon. Il y a des choses qui tombent, mais on fait du mal, mais on y va doucement. On laisse le texte passer. Qu'est-ce que vous en pensez, François-Christophe, vous qui travaillez donc pour la radio, de voir effectivement comment des réalisateurs de télévision, par exemple, peuvent utiliser ce travail du bruitage, parce que effectivement, soit on a des images sans son, ça arrive souvent, jusqu'à l'arrivée du parlant, bien évidemment, mais soit aussi parce qu'on a envie de donner un univers sonore à son documentaire, par exemple. Il y a un exemple, l'exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, mais je dirais c'est presque un contre-exemple, parce qu'en général, l'utilisation sonore dans les documentaires, notamment parce que moi je viens du documentaire, et très majoritairement assez académique, mais bon, je pense là tout d'un coup à Lettre de Sibérie de Chris Marker, qui est vraiment un exemple où justement tout d'un coup, il prend une même séquence, montée exactement pareil, les mêmes temps à l'image, exactement. Et on a trois ambiances et commentaires et trois interprétations différentes, voilà. Scène. Et tout d'un coup, donc là, typiquement, la réalité, enfin pas la réalité, mais le point de vue nous est donné uniquement par le son. Et en effet, moi, je sais que maintenant, j'ai très envie de retourner à l'image. Je ne sais pas si ça sera sous la forme d'un documentaire ou de fiction, mais j'espère pouvoir tout ce que j'ai appris à la radio m'a énormément, parce que en tant que réalisateur documentaire, souvent le son est vraiment le parent pauvre. Et à l'image, souvent on me demande d'être bruiteur ou d'être designer sonore. Ben non, moi je fais les deux en même temps. Donc je me débrouille pour le faire pour le même prix, comme ça on est tranquille, je peux faire les deux. Mais je fais les deux en même temps, c'est-à-dire que je m'appuie... Quelle est la différence avec le designer sonore, entre bruiteur et designer? C'est quoi le designer sonore? C'est celui qui donne la couleur d'ensemble à une production, par exemple? Le bruitage, c'est le synchronisme de l'image. Le synchronisme de l'image, parce que on donne le choix au jeu des comédiens, et on bruite par derrière. Et le design sonore, c'est tout ce qui est autour, les ambiances, les mouvements, tout ce qui est le décor. Le décor qu'on a souvent en bande magnétique, en enregistrement, quoi. Et j'aime bien mélanger les deux. C'est-à-dire que je vais pas travailler de la même façon si je fais les deux que si je fais l'un ou l'autre.
Allez, on s'en donne un petit morceau pour finir, un petit tremblement de terre. Voilà, pour terminer, un extrait de L'île Saline de Daniel Danis, donc dans une réalisation de Juliette Eman, en l'occurrence, donc un tremblement de terre. On sent un peu comme Dieu, tout de même, un peu Patrick Martinage, parce que on fait le seul qui ait la capacité de recréer le monde. Non, moi, c'est Dieu, donc en l'occurrence. Non, moi j'existe. mais tout de même, ça doit donner à un moment un peu le vertige, c'est-à-dire se dire qu'on peut recréer un univers complet par le son, ça donne un peu le vertige à un moment où on n'y pense jamais. J'avais jamais pensé à ça, faudrait peut-être que j'aille le vertige un peu. Mais c'est une transposition, encore une fois. Là, d'entendre ça, c'est une transposition d'un tremblement de terre en fonction de ce qui s'est passé avant, en fonction de l'écriture, en fonction de ce que je voulais. Juliette Eman, bien entendu. Merci Patrick Martinage d'être venu donc pour ouvrir cette semaine consacrée à l'histoire du paysage sonore, nous expliquer comment on travaille à la radio et ailleurs, justement à recréer ces paysages sonores. Merci François Christophe d'être venu pour l'accompagner à partir de 9h30 donc et nous avoir expliqué comment on travaille justement avec ce métier de bruitage et de technicien. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet, Jésabelle Berdoula était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Nous continuons demain avec un documentaire signé Perrine Kervran et Séverine Cassard, avec l'historien Nicolas Offenstadt. Elles se sont rendues, et le comédien Daniel Königsberg, elles se sont rendues à Laon. Nicolas Offenstadt a travaillé sur le crieur public de la ville de Laon au XVe siècle, et là, on a tenté de recréer dans un documentaire ce qu'était cette vie à Laon sur le parvis de la cathédrale au XVe siècle avec Daniel Königsberg. On l'écoutera demain.